Sylvie Valente-Lehir, vous êtes sénatrice apparentée à l'Aire de l'Oise. Avant de commencer, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord la une de la Dépêche. La France au défi des violences urbaines. Après les violences qui ont suivi la victoire du PSG samedi, le gouvernement cherche des solutions. Le garde des Sceaux propose d'instaurer des peines minimales. La deuxième une, c'est celle de Midi Libre et ce chamboule tout sur la TNT, nouvelle chaîne, changement de numérotation. Dès demain, la télévision connaît une petite révolution. Et on vous le rappelle, Public Sénat arrive sur le canal 8 de la TNT à partir de demain. Et puis la dernière une, c'est l'Est républicain. Et Loïs Boisson qui s'envole à Roland-Garros, l'exploit de l'étoile montante du tennis français. La Dijonnaise 361e mondiale qui a battu la 6e mondiale pour se hisser en demi-finale. Elle affrontera cet après-midi la numéro 2, l'américaine Coco Gauff. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? En fait, elles sont toutes intéressantes, bien évidemment. Et moi, je salue l'exploit de notre tenniswoman française. Et c'est vrai que ça fait tellement plaisir de la voir arriver là. La TNT, évidemment, c'est un moment important aussi, avec ce chamboule-tout, comme il est écrit sur cette une. Et puis, l'autre actualité qui quand même concerne vraiment les Français, tout particulièrement, ce sont les heurts qui ont fait suite à la victoire du PSG. C'est quand même bien triste de voir cela un moment de joie pour les Français, un moment de joie dans le sport, et de voir que malheureusement s'est transformé avec des casseurs, parce que on le sait bien, la plupart des personnes qui étaient dans la rue ce soir-là pour fêter dans nos villes en France cette victoire n'étaient pas animées de mauvaises intentions, et il est toujours bien triste de voir que quelques-uns gâchent la fête. Et vous avez vu et vous avez entendu hier, notamment devant les sénateurs, la réponse de Gérald Darmanin qui veut durcir justement la réponse pénale face à ces violences. Est-ce que ces propositions sont les bonnes ? Fin du sursis notamment et des peines plus sévères pour les auteurs de ces violences ? Moi, je pense qu'effectivement, il a raison. Il a raison, et c'est ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Il est important d'avoir une réponse ferme, d'avoir une réponse rapide, parce qu'il n'est plus acceptable aujourd'hui de voir que finalement on casse des vitrines. Hier, ça a été évoqué au cours des QAG. On casse les vitrines, les punitions ne sont pas à la hauteur. Donc les Français n'acceptent plus cela, et je pense que avoir une réponse rapide, immédiate, avec une peine qui soit efficace, c'est ce qu'attendent les Français. Et le Premier ministre qui parle de peine minimale, est-ce qu'il faut revenir aux peines planchers qui ont été mises en place sous Nicolas Sarkozy puis supprimées sous François Hollande ? Je ne suis pas sûre. Alors après, ça va être un travail et qui doit être mené avec nos ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. On a de la chance, ils sont aujourd'hui l'un et l'autre alignés et il me semble, en parfaite cohérence. Et je pense qu'ils vont mener le travail que les Français attendent. Et en tout cas, c'est bien la direction qui nous donne l'impression vers laquelle ils vont partir. Ouais, et alors, il se pose la question des places de prison, parce que qui dit une justice plus ferme, fin du sursis et des peines réellement exécutées, ça veut dire plus de détenus. Est-ce que, quand on voit l'état de nos prisons et de la surpopulation carcérale, on a les moyens d'appliquer cette politique ? Je pense que lorsqu'on s'extrait un petit peu de notre territoire et que l'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, on s'aperçoit que là où on a des peines rapides, efficaces, on a moins de population carcérale finalement. Donc je pense qu'on a tout un système à revoir. Oui, il y a un travail à mener. Alors, hier, Gérald Darmanin l'a un peu dit devant le Sénat, le manque de places de prison, est-ce qu'il y a aussi une responsabilité des élus qui ne veulent pas forcément de prison sur leur territoire ? Je pense que c'est aussi un problème. Ça, c'est une évidence. Mais je pense qu'on a besoin de concertation. Et ça, c'est ce qui a été dit également hier. Je pense qu'il y a des endroits où les élus ne sont pas opposés à des constructions, et il y a des endroits où on leur impose. Encore une fois, ça ne doit pas être imposé de Paris. On doit aller sur les territoires, voir ce qu'il est possible et ce qui est acceptable.
Sylvie Valente-Lehir, vous êtes membre de la délégation aux droits des femmes. On l'a vu dans le journal depuis hier, les principaux sites pornographiques ne sont plus accessibles en France. Ils protestent contre l'obligation qu'ils ont désormais de vérifier efficacement et réellement l'âge de leurs utilisateurs. Comment vous réagissez à cette mesure qu'ils ont décidé de prendre, à savoir se bloquer? Mais j'ai envie de dire, mais quelle bonne nouvelle! On l'espérait, mais c'est très bien. Et qu'ils soient fâchés, mais on est bien content. Vous diriez comme la ministre Clara Chapas, bon débarras? Oui, tout à fait, tout à fait. Elle a eu raison de dire ça? Mais oui, finalement, elle a eu raison. Et s'ils ne sont pas en mesure d'appliquer la loi, eh bien, tant pis. C'est-à-dire que le gouvernement a raison de ne rien céder et de dire c'est la loi, soit ils appliquent la loi, soit tant pis. Exactement. Il faut être ferme. Et là aussi, c'est quand même un vrai problème. Nos jeunes sont abreuvés sur ces sites. Et il y a eu un travail mené fort bien, d'ailleurs, dans la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances. Il y a déjà quelques années, mené par Laurence Rossignol. Et aujourd'hui... C'était en 2022, oui. Ce rapport sur l'enfer, porno, l'enfer du décor. Exactement. Il s'appelait comme ça, ce rapport. Il y avait des chiffres quand même alarmants. Alors, alarmants pour les femmes. 90% des scènes porno comportent de la violence et de la violence réelle. C'est ce qui était dit dans ce rapport. C'est inquiétant. Tout à fait. C'est inquiétant et c'est inquiétant d'imaginer qu'aujourd'hui, c'est ce qui est donné comme image aux jeunes, comme image de la sexualité finalement, parce qu'ils ne font plus le distinguo. Donc j'ai envie de dire, encore une fois, tant mieux s'ils sont fermés et ça c'est une bonne chose. Ils n'ont qu'à appliquer les règles, elles sont applicables. Nul n'est censé ignorer la loi, elles sont applicables à tout le monde. Et dans ce rapport, il y avait aussi des chiffres inquiétants pour les enfants, pour nos jeunes. Un tiers des moins de 12 ans ont déjà eu accès à des images porno et chaque mois, un tiers des garçons de moins de 15 ans se rend sur un site porno. Oui, c'est dramatique, c'est tout à fait dramatique. Donc, encore une fois, c'est très très bien. Je suis très satisfaite et il est nécessaire que cette loi soit appliquée. On va parler de l'actualité du Sénat. L'actualité du Sénat cette semaine, c'est cette loi examinée, loi pour freiner l'essor de la fast fashion et même de l'ultra fast fashion. On va y revenir. Vous êtes la rapporteure de ce texte. On va voir ce qu'il contient et ce qui s'est passé en séance avec Yann Effelé. Bonjour Yann. Bonjour Oriane, bonjour Madame Valente-Lehir. Bonjour. Et Yann, la proposition de loi anti-fast fashion a donc été débattue cette semaine dans l'hémicycle. Le texte, il a été en partie réécrit au Sénat. Oui, en premier lieu sur la définition de cette fast fashion, puisque de ces deux mots bien français, l'Assemblée nationale avait une vision large qui inclut les acteurs traditionnels de la mode express comme Kiabi, Zara ou H&M. La définition du Sénat se concentre sur les enseignes de l'ultra mode express. Autrement dit, les plateformes chinoises de commerce en ligne comme Shein ou Temu, elles sont accusées de produire des vêtements jetables en masse. Ce qui les caractérise, c'est une vente exclusivement sur des plateformes numériques, pas de boutique physique. Également une très large gamme, renouvelée très fréquemment. On parle jusqu'à environ 3500 nouvelles références qui seraient publiées tous les jours sur ces plateformes. Des matériaux de mauvaise qualité et peu durables. Et puis enfin, des prix très bas. Il faut savoir que ces deux plateformes représentent 22% des colis qui sont gérés par la Poste. Et alors, quel est le problème avec cette fast fashion ? Eh bien, écoutez, 3 chiffres pour s'en rendre compte. La fabrication et le transport des vêtements représentent 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Rien qu'en France, 600 000 tonnes de textiles sont jetées chaque année. Il faut imaginer que chaque seconde, ce sont 35 vêtements qui passent à la poubelle dans le pays. Alors, on va voir les mesures précises qui ont été prises dans un instant, mais d'abord sur la définition, il fallait se concentrer seulement sur les plateformes chinoises. Oui, c'était nécessaire et ça a été en tout cas le choix qui a été fait au Sénat, au sein de la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable. Lors des différentes auditions que j'ai pu mener et le travail qui a été fait en recevant l'ensemble des acteurs des filières, nous avons pu constater combien il était important vraiment de cibler tout particulièrement ces géants de l'ultra-mode express que sont les Chinois. Pourquoi ? En fait, ils envahissent vraiment notre territoire sans
produire aucun effet, sans avoir aucune norme de respecter, bien évidemment, et ça c'est important. Les Français prennent des risques, on peut le dire, en portant des vêtements, pour certains, qui échappent à toute norme. Donc ça veut dire des risques pour leur santé ? Oui, on a eu quand même quelques alertes et je pense que ça mériterait vraiment d'être très contrôlé. Il y a vraiment danger, malgré tout, et ça, il faut le savoir et on doit en avertir nos consommateurs. Alors ça, c'est la première chose. Mais ça veut dire danger pour la santé, c'est aussi des sites qui vendent des choses pour les jeunes, pour les enfants. Bien sûr. Les sites Chine, Temu, ça veut dire qu'il y a aussi danger pour la santé de nos enfants ? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut être très prudent. On a besoin vraiment d'informer notre population à ce sujet, besoin d'informer sur le fait que ça échappe à tout contrôle. Aujourd'hui, ces plateformes ne produisent aucun bénéfice pour la France et encore moins l'Europe, bien évidemment, puisqu'ils échappent à tout impôt, à tout contrôle, encore une fois. Donc, il y a vraiment nécessité d'informer et faire en sorte que les Français qui se rendent sur ces sites sachent que oui, il y a danger. Et puis par ailleurs, d'une certaine manière, c'est cautionner un mode de très polluant qui est aujourd'hui fabriqué dans des conditions innommables. Donc non, ce n'est plus possible. Yann le disait, vous êtes concentré sur l'ultra fast fashion, donc sur les plateformes chinoises comme Shein ou Temu, et pas sur d'autres marques de fast fashion comme Zara, comme Kiabi. Pourquoi ? Parce que ces marques, elles ont des emplois en France ? Oui, tout à fait. Et d'autre part, il y a eu un basculement. Au moment où il y a eu ce terrible drame, le Rana Plaza, on a tous bien compris que ce mode de fabrication, ces techniques n'étaient plus possibles. Et je pense que l'ensemble de ces modes dont vous parlez, de mode express européenne, en ont pris conscience également et n'agissent plus de la même manière. En tout cas, on n'est plus sur ce modèle qui est, lui, par contre, toujours perdure au niveau et sans aucun contrôle au niveau de ces géants chinois. Donc aujourd'hui, faire un distinguo, c'est important. Pourquoi ? Parce que le travail sénatorial a bien démontré que ces enseignes européennes, aujourd'hui, apportent un dynamisme sur nos territoires, ont des magasins physiques. Donc ça veut dire aussi une volonté de préserver nos centres-villes, par exemple ? Bien évidemment, et c'est ça qui est important. Et c'est ça la différence avec l'Assemblée, c'est que nous ne souhaitons pas avoir d'impact sur ces enseignes européennes qui encore aujourd'hui donc apportent un dynamisme sur nos territoires, dans nos centres-villes, dans nos centres commerciaux, nos zones artisanales, et permettre à d'autres commerces de pouvoir survivre, puisqu'elles ont cet effet attractif qui permet aux autres aujourd'hui de continuer à vivre, notamment notre fabriqué en France. Alors Yann, on va poursuivre. Qu'est-ce qui est prévu pour lutter contre cette mode éphémère ? Eh bien, le texte s'attaque à l'attractivité de ces produits comme le principal argument, c'est le prix au détriment de la qualité. La proposition de loi prévoit un système de bonus-malus en fonction du niveau de durabilité des vêtements. L'idée, c'est de pénaliser les vêtements aux coûts environnementaux importants et à l'inverse, encourager les produits respectueux du développement durable. Le montant des pénalités pour les mauvais élèves sera au minimum de 5 €, ça en 2025, et au moins 10 € en 2030, dans la limite de 50% des prix du produit. Les plateformes, elles sont évidemment contre cette mesure et disent que ça va attaquer le pouvoir d'achat des Français. Écoutez ce qu'en dit la ministre de la Transition écologique. Cela a des conséquences sur le pouvoir d'achat. En effet, aujourd'hui, une personne achète 40% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et les conserve 2 fois moins longtemps. En réalité, la mode ultra-éphémère ne défend pas le pouvoir d'achat. Elle vend l'illusion du pouvoir d'acheter, ce dont on n'a pas de besoin et ce qui ne dure pas. On a vu le succès de ces plateformes. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'en augmentant le prix des produits, eh bien, vous mettiez en colère les consommateurs qui sont désormais habitués à ces plateformes ? Non, je pense que nos consommateurs ont besoin, encore une fois, d'avoir cette information. Savoir exactement ce qu'ils font lorsqu'ils vont sur ces sites. Il ne s'agit pas de les culpabiliser, mais je pense que pour la plupart, ils n'ont pas forcément conscience à la fois de ce que ça signifie. Avoir acheté un petit prix, ça peut avoir un prix très important, comme
comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire un prix qui peut être aussi de savoir ce que ça engendre dans ces pays-là, en termes de casse sociale, en termes d'esclavage moderne, hein, on est là-dessus, mais également dans le fait que, encore une fois, ce n'est pas contrôlé, on prend des risques. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Mais Pardon, Yann. Le consommateur, c'est uniquement une question de prise de conscience ou c'est aussi, on est dans des temps difficiles pour beaucoup de Français et ils se disent, au moins, ça coûte pas cher. Je pense qu'il y a quand même une partie prise de conscience qui est pour la plupart, quand on va sur ce site, on ne sait pas forcément. Donc aujourd'hui, le fait d'en parler beaucoup, c'est important d'avoir cette prise de conscience. Maintenant, on sait bien qu'il y aura toujours des personnes qui iront sur ces sites pour un prix, mais je pense que le réduire à cela, c'est avoir du mépris justement pour nos consommateurs, parce que je pense qu'ils se sont engagés. De la même manière, rappelez-vous, avec la nourriture, quand on parlait de mieux se nourrir, il faut du bio, il faut du local. Au début, beaucoup disaient mais attendez, moi, j'ai pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, on voit bien que la tendance, elle s'est inversée et que finalement, c'est possible. Donc, c'est ce que je souhaite de la même manière avec le textile. Ce que dit la ministre, si je ne me trompe pas, dans la dernière version du Sénat, c'est que ces éco-contributions, elles seront dues aussi par les enseignes classiques. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de fragiliser un secteur qui est déjà à la peine? On l'a vu récemment avec Naf, Camaïeu, les procédures de redressement. Non, les éco-contributions seront dues uniquement par les sites... Pour les plateformes pour les plateformes des géants chinois, hein, pour le moment. Et puis, ce n'est pas encore... N'oubliez pas que ça doit être voté... Parce que la ministre à la tribune disait que c'était pour tout le secteur. Non, c'est ce qu'elle souhaitait. C'est ce qu'elle souhaitait, d'accord. Et donc la dernière version du texte, a priori, attendez, elle ne concernerait que les plateformes chinoises. C'est en tout cas ce que nous avons mis en place. On va juste écouter la porte-parole du gouvernement, parce que les principales fédérations de commerce, elles demandent au gouvernement le déréférencement de ces plateformes, Chine et Temu. Justement, on va écouter la réponse de Sophie Primat, porte-parole du gouvernement. Elle était hier sur notre plateau. Déréférencer, ça demande des supports légaux qui sont au-delà des capacités même de la France. Il faut faire ça avec l'Union européenne. Donc nous sommes en train, avec l'Union européenne, et la France est leader vraiment là-dessus, de demander au-delà des 2 € qui vont être demandés par l'Union européenne par colis, qui sont un premier frein. Nous allons demander à l'Union européenne d'aller plus loin, notamment sur la durabilité des produits, pour empêcher vraiment, soit pour améliorer leur modèle à eux, mais surtout pour empêcher et protéger nos consommateurs français. Vous savez, c'est un facteur de pollution énorme, puisqu'en fait, ces produits-là ne se recyclent même pas. Vous diriez la même chose sur cette question du déréférencement ? Oui. Moi, je pense que de toute façon, tout ce qui peut permettre vraiment de les empêcher d'envahir vraiment la France avec leurs produits, c'est une bonne chose. Et il y a aussi la question de la publicité qui est prévue par la loi. Il y avait la question, est-ce qu'il faut cibler que les influenceurs ou est-ce qu'il faut interdire toute la publicité? Qu'est-ce qui a été décidé? Alors, ce qui a été décidé, c'est d'interdire l'ensemble de la publicité, y compris par les influenceurs. La position de la Commission que je défendais, puisque c'était celle qui avait été votée à l'unanimité, c'était de ne cibler que les influenceurs en s'appuyant sur la loi qui est dite influenceur. Le fait est que nous avions des craintes par rapport à l'inconstitutionnalité d'une telle mesure, puisque nous avions constaté tout simplement par le biais de la loi climat-résilience que finalement l'interdiction de la publicité pour les SUV et les énergies fossiles, aujourd'hui, on sait très bien qu'elle n'est toujours pas appliquée. La ministre a insisté lors de la discussion du texte sur le fait que c'était un signal fort à envoyer, que malgré le fait que nous savions tous qu'il y a ce risque d'inconstitutionnalité, il était important de conserver cette interdiction. L'Assemblée l'a voté en ce sens et donc moi je l'approuve bien évidemment.
Merci beaucoup Yann. On se retrouve dans une demi-heure ? Oui, et il y aura notamment la question lors du débat des propositions de Gérald Darmanin sur la réforme du système pénal. Est-ce qu'il faut des peines minimales, des réductions de peines obligatoires, une remise en cause du sursis? On verra tout ça. Ce sera dans notre débat politique, effectivement, à suivre. À tout à l'heure Yann, on va terminer en allant dans votre département de l'Oise. On va à Compiègne, on retrouve Vincent Gérard. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous, directeur du journal Oise Hebdo. On va parler politique avec vous Vincent, et après la victoire de Bruno Retailleau à la tête des LR, quid de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France? Oui, bonjour Madame la sénatrice. Ma question est toute simple, c'est Bruno Retailleau ou Xavier Bertrand? Vous êtes apparenté LR, donc j'imagine que vous êtes apparenté Bruno Retailleau, mais en même temps dans l'Oise, vous êtes apparenté Xavier Bertrand. Alors, quel choix faites-vous pour l'élection présidentielle, Xavier Bertrand ou Bruno Retailleau? Vaste question. N'est-ce pas? Et puis, je trouve que c'est une question, intéressante. Cependant, on est quand même loin, on est bien loin encore des élections présidentielles. Et je crois que nous avons le ministre de l'Intérieur qui n'est absolument pas positionné par rapport à cela. Et je crois que c'est ce qui se dit également au niveau des Républicains. Pour le moment, il n'est pas question de parler de l'élection présidentielle. Donc, par conséquent, moi, je ne me vois pas me positionner. Mais Xavier Bertrand, il est plus positionné ? Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus que ce soit le cas. Je dois dire que... les deux y pensent. C'est fort probable. Maintenant, nous verrons au moment où les choses avanceront et où chacun se positionnera. Je dois dire une chose, c'est que j'ai eu la chance, en devenant sénatrice, de découvrir le président des Républicains, qui était Bruno Retailleau, à mon arrivée. Et j'ai fait la connaissance vraiment d'une personne formidable que j'admire profondément et que je respecte, et qui aujourd'hui occupe des responsabilités au niveau français important, et qui a su se faire découvrir en France et être apprécié des Français. Et donc c'est une personne vraiment de grande valeur et qui plaît beaucoup, et qui aujourd'hui occupe des postes importants. J'ai la chance également d'être comme vous, Monsieur Gérard, dans une région des Hauts-de-France dirigée par un président en la personne de Xavier Bertrand, qui est un président qui a fait beaucoup et qui a une personnalité importante et qui a une belle action au sein de notre région. Et donc, on a la chance, je dois dire, d'avoir des personnes de qualité dans notre entourage. Et votre département de l'Oise, il est l'un des symboles de la poussée du RN sur le territoire. Est-ce qu'une personnalité comme celle de Bruno Retailleau est à même de faire reculer le RN, selon vous? Moi, je pense, effectivement, aujourd'hui, les électeurs et les Français étaient un peu perdus et avaient besoin d'avoir une personnalité qui porte avec conviction des valeurs. Et c'est ce qu'incarne Bruno Retailleau. Et la preuve en est, on a vu comment il avait été élu et avec quel succès. Merci Vincent Gérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous, directeur du journal Oise Hebdo. On va regarder votre une, et c'est un dramatique fait divers à la une. Une mère de famille qui a été tuée par un poids lourd qui lui a roulé dessus après une altercation au volant. Merci beaucoup Vincent Gérard d'avoir été avec nous. Merci Sylvie Valentine, merci d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, notre débat politique entre la députée Renaissance Éléonore Carrois et le sénateur socialiste Yan Chantrel. C'est à suivre, mais d'abord, on va recevoir la contrôleure générale des prisons, Dominique Simoneau, nous rejoint.